Pour ce faire, nous devons en effet montrer une égale attention à ceux qui souffrent. En conjurant la possibilité d'un double standard, une vie égale une vie. C'est un déluge de feu. Depuis hier, au moins 1600 bombardements ont été menés par Israël sur le Liban. Eh bien, nous avions Jupiter. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec la reine d'Angleterre à la tribune des Nations Unies qui s'empresse de filer vers le Canada. Il ne participe même pas à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. Mais oui, mais il faut pas travailler comme ça. Sinon, ça aurait été le cas. Sinon, ça aurait été le cas. Et les maths sont là. Les maths sont là, c'est vrai, monsieur. C'est ça la démocratie. C'est aussi de regarder les chiffres. La semaine dernière, Emmanuel Macron était à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour la 79e Assemblée générale des Nations unies. Il y a prononcé un discours magnifique, profondément émouvant, durant lequel il a d'abord déploré, je cite, « l'accroissement partout dans le monde des inégalités et des injustices ». Et le sentiment d'une perte de contrôle grandit face aux guerres, au changement climatique, à l'accroissement des inégalités, des injustices. Et chaque jour, l'humanité semble se fragmenter davantage alors que les circonstances exigeraient de trouver des réponses communes, fortes, efficaces. Parole d'expert. Après cela, il a expliqué, dans ce qui était peut-être le moment le plus bouleversant de son intervention, que la communauté internationale devait, ouvrez les guillemets, montrer une égale attention à tous ceux qui souffrent. Il faut restaurer les termes de la confiance et du respect entre les peuples. Et je les vois s'estomper dans les débats qui sont les nôtres. Pour ce faire, nous devons en effet montrer une égale attention à ceux qui souffrent. Puis il a ajouté qu'elle devait impérativement éviter de se laisser dicter sa conduite par ce qu'il a appelé un double standard et refuser par exemple de considérer que les morts de Gaza seraient moins importants que les morts de l'Ukraine, car, a-t-il précisé, « Une vie égale une vie ». Observons ici quelques secondes de silence pour savourer pleinement la très grande beauté de ces mots. Après avoir prononcé cette admirable allocution, Macron s'est entretenu avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et lui a tout d'abord exprimé, avant de lui expliquer que la priorité de la France restait l'obtention d'un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, ses plus sincères condoléances face au bilan humain intolérable parmi les populations civiles à Gaza et en Cisjordanie. Cette formulation peut sembler un peu étrange, car elle ne dit à aucun moment à quoi et à qui est dû ce bilan humain effectivement intolérable. Mais on devine sans trop de peine qu'il fait référence au massacre perpétré par l'armée israélienne, qui a déjà tué plus de 40 000 Palestiniens à Gaza au moment où cette chronique est enregistrée, et qui désormais tue aussi des Libanais par centaines. En résumé, Macron, pendant son escapade new-yorkaise, est apparu comme un irréprochable humaniste, profondément désireux d'alléger la souffrance de tous les peuples accablés par la violence, sans faire aucune différence, par exemple, entre les Ukrainiens bombardés par les Russes et les Palestiniens ou les Libanais bombardés par les Israéliens. Quelques jours plus tard, son nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui se trouve être aussi l'un de ses plus loyaux sujets, a du reste posté sur X, ex-Twitter, un message annonçant triomphalement que la France venait d'envoyer 12 tonnes de matériel médical à ses partenaires libanais et que cette aide allait permettre de soigner pas moins de 1000 blessés graves, dont il a oublié, probablement par l'effet d'une distraction passagère, de préciser qu'ils avaient été blessés par des bombes israéliennes. Et le ministre a conclu son message en répétant cette magnifique promesse « Nous serons toujours aux côtés des civils ». Tout cela, répétons-le, est tout à fait charmant. Mais bien sûr, et comme toujours avec les macronistes et leur chef suprême, c'est du pipeau intégral. J'assume totalement. Et pendant qu'il proclame devant l'Assemblée générale des Nations unies qu'une vie égale une vie, et qu'il faut montrer une égale attention à tous ceux qui souffrent, Macron use précisément du double standard qu'il prétend ainsi dénoncer. Et il suffit pour le vérifier de dresser ce très simple constat. Quand l'armée russe bombarde l'Ukraine, la France cesse de vendre des armes à la Russie et livre du matériel à l'Ukraine. Mais quand l'armée israélienne bombarde Gaza et le Liban, la France continue de vendre du matériel militaire à Israël et livre des bandages et des brancards aux Palestiniens et aux Libanais. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, que personne ne peut soupçonner d'éprouver trop de sympathie pour le chef de l'État français,
a d'ailleurs livré le fin mot de cette pitoyable séquence en révélant le 28 septembre sur TV5 Monde qu'après son intervention aux Nations Unies, Emmanuel Macron, oubliant manifestement qu'il venait de raconter que les morts palestiniens ne comptaient pas moins que les autres, s'était, je cite, empressé de filer vers le Canada pour retrouver son ami Justin Trudeau, sans même prendre la peine de participer à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation à Gaza. Eh bien, nous avions Jupiter. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec la reine d'Angleterre à la tribune des Nations Unies qui s'empresse de filer vers le Canada. Il ne participe même pas à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. Et cet immense mépris nous ramène après un long détour à l'actualité politique française. Car durant son séjour canadien, le président de la République a été interpellé par un passant qui lui a demandé pourquoi le nouveau Front populaire n'était pas au gouvernement après avoir remporté le 7 juillet dernier le second tour des élections législatives. C'était une excellente question à laquelle Macron a fait cette réponse tout à fait stupéfiante. Mais oui, mais il faut pas travailler avec les autres. Sinon ça aurait été le cas. Sinon ça aurait été le cas. Et les maths sont là. Les maths sont là, c'est vrai. C'est ça la démocratie. C'est regarder les chiffres. Là encore, donc, ce que raconte Emmanuel Macron n'a strictement aucun rapport, même très lointain, avec la réalité. Car contrairement à ce qu'il prétend, jamais la gauche, après avoir remporté les législatives, n'a déclaré qu'elle ne voulait pas travailler avec les autres. Bien au contraire, Lucie Castet, candidate du nouveau Front populaire pour le poste de Première ministre, a très distinctement expliqué, à l'époque où elle croyait encore que le chef de l'État respecterait le choix des urnes, qu'elle s'efforcerait, une fois nommée à Matignon, de convaincre le Parlement de lui permettre d'appliquer son programme. Dans la réalité, il faut décidément le répéter, si le nouveau Front populaire n'est pas au gouvernement, ce n'est donc pas du tout de sa faute. C'est parce que Macron, après avoir demandé à Marine Le Pen l'autorisation de perpétrer ce braquage électoral, lui a purement et simplement confisqué sa victoire aux législatives pour donner Matignon à Michel Barnier, dont le parti ne compte qu'une poignée de députés, mais là, apparemment, il n'était pas question pour le chef de l'État de faire des maths ou de regarder les chiffres. On sait aussi que Michel Barnier, après avoir promis un gouvernement représentatif et pluriel, s'est entouré, pour ne pas déplaire à ses parrains du Rassemblement national, de ministres ultra-réactionnaires. On a constaté la semaine dernière, dans cette chronique, que la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur symbolisait parfaitement cette extrême droitisation du gouvernement. Et le moins qu'on puisse dire une semaine plus tard est qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour le confirmer, puisqu'il a littéralement passé les jours qui ont suivi son installation à se répandre en anathème et en promesse de toujours plus de férocité contre l'immigration, dont il a très posément expliqué qu'elle n'était selon lui pas une chance pour la France. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité d'accueillir, qu'on n'est pas capable de fournir des logements décents, etc. Comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux. Ces propos lui ont très logiquement valu d'être ovationné par Éric Ciotti, fraîchement rallié au Rassemblement national, qui a constaté que le ministre de l'Intérieur tenait, je cite, « les mêmes discours que l'extrême droite ». Parole d'expert, là encore. Surtout, Retailleau a décrété dans le journal du dimanche du groupe Bolloré que l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré, car sa source, c'est la démocratie et le peuple souverain. Ces propos sont évidemment, et pour le dire très calmement, extraordinairement inquiétants, car comme l'a aussitôt rappelé le syndicat de la magistrature, un état de non-droit, c'est la soumission de tous et de toutes à l'arbitraire, et pousser le peuple souverain à céder à l'arbitraire, c'est permettre à l'arbitraire d'écraser le peuple. Notons au passage que dans la vraie vie, Bruno Retailleau n'a évidemment rien à faire, pour le dire très poliment, de la démocratie et du peuple souverain, puisqu'il a accepté de participer à un gouvernement qui doit son existence même au vol pur et simple du résultat d'une élection remportée par la gauche. Mais le plus sidérant est bien sûr la réaction des macronistes. Depuis que le ministre de l'Intérieur multiplie ce que l'ex-première ministre Elisabeth Borne appelle très pudiquement des propos clivants sur l'immigration et l'état de droit, les représentants du parti présidentiel font en effet part de leurs états d'âme à des journalistes complaisants qui s'empressent alors de confectionner des articles racontant très sérieusement que, je cite, « les propos de Bruno Retailleau sur l'état de droit et l'immigration suscitent la réprobation du parti macroniste ». Cette coproduction porte un nom déjà évoqué dans cette chronique, c'est du foutage de gueule caractérisé. Car d'une part, c'est notamment grâce aux voix du parti de Bruno Retailleau, dont les positions sur ce sujet n'étaient évidemment pas différentes à ce moment-là de ce qu'elles sont aujourd'hui, que les macronistes ont pu imposer en 2023 leur loi sur l'immigration, dont l'adoption avait également été saluée par Marine Le Pen avec beaucoup de justesse,
comme une victoire idéologique pour l'extrême droite. D'autre part, et surtout, si Retailleau est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, c'est parce que les partisans d'Emmanuel Macron ont aidé leur chef à confisquer le résultat des législatives gagnées par le nouveau Front populaire et parce qu'ils l'ont laissé installer, contre la volonté des électeurs, un gouvernement ultra-réactionnaire. Pour justifier ce coup de force, qu'on pourrait tout aussi bien appeler un coup d'État, rappelons-nous, les macronistes avaient notamment et bruyamment fait valoir que jamais un gouvernement de gauche n'obtiendrait la confiance du Parlement. Mais voilà que lundi dernier, Michel Barnier a décrété que quant à lui, il ne solliciterait pas cette confiance, qui n'avait donc rien d'obligatoire. C'est donc bien en usant de faux prétextes que la Macronie a donné le pouvoir, en toute connaissance de cause, à cette droite extrême dont elle fait soudain semblant de découvrir qu'elle est d'extrême droite. Ce sont les mensonges et les trucages des macronistes, et en particulier du premier d'entre eux, qui ont permis ce basculement. Mais de Paris à New York et de la tribune des Nations Unies au plateau des télévisions françaises, cela ne les empêche manifestement pas de continuer inlassablement à truquer la réalité. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Alors aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français.